Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysiquenutrition.fr, une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances avec de nombreuses améliorations qui arrivent. Nos suppléments, beaucoup d'entre eux s'appelleront désormais Elite, car on a revu les compositions par rapport aux recherches qu'on fait chaque jour pour, comme on est les premiers consommateurs, avoir les compléments les plus qualitatifs possibles. Bref, je vous invite à aller sur superphysique-nutrition.fr et également l'application SP Training qui va avoir de grosses mises à jour. Je parlais hier avec Pierre, le développeur, qui vous réserve quelques surprises. Bref, l'application qui vous fait un programme d'entraînement personnalisé. C'est mieux que ChatGPT. On en parlait juste avant. C'est beaucoup mieux que ChatGPT. C'est moins bien que moi-même et que Clément et que June, pour ceux qui participent au Super Physique Podcast en tant qu'invité et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec la fameuse méthodologie des cycles de progression. J'ai encore eu un petit témoignage hier d'Olivier, Olivier à qui je passe le bonjour, qui souhaitait un coaching mais qui a déjà un super physique, qui a déjà un très bon niveau. Et donc, plutôt que de lui soutirer de l'argent, je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de moi et qui est très content de l'application SP Training avec laquelle il a énormément progressé. Donc bref, si ça vous intéresse, c'est disponible sur l'App Store et le Play Store. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, je vais pas me tromper, le champion de France 2019 force athlétique, Clément Goudin, spécialiste en force, évidemment, mais pas que. Clément, as-tu la forme? Bah écoute, ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Je suis en forme. Comme chaque matin, je suis quelqu'un du matin, donc quand on enregistre le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie que le soir, où je suis rincé. Aujourd'hui, avant qu'on parle de ton actualité en fin de podcast pour ceux que ça intéresse, Heu, je voulais qu'on refasse un petit point sur le soulevé de terre et sa dangerosité vis-à-vis du dos. On a vu, cette dernière décennie ou presque, heu, beaucoup de je vais pas dire des contre-vérités, mais beaucoup d'alertes sur la pratique du soulevé de terre pour notamment, soit renforcer son dos, soit pour éviter de se blesser le dos. D'un côté, il faut en faire, d'un côté, il faut pas en faire, d'un côté, il faut le faire dos rond. On a vu plein d'excès en tous sens. Donc la question globale qu'on va aborder et dans laquelle on va dériver, c'est: faut-il faire du soulevé de terre pour sa santé, sa longévité? Et je voulais qu'on fasse un point avant de commencer, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent vis-à-vis de la longévité, qui me disent: «Moi, je veux m'entraîner pour la longévité», heu et je sais qu'on est assez d'accord là-dessus. Qu'est-ce que la longévité, Clément? Est-ce que c'est l'absence de recherche de performance à l'entraînement? Est-ce Non. que c'est s'entraîner RPE 5, voire moins parce qu'on est fatigué? Heu, la longévité, pour moi, c'est être et durer. Mais être et durer, ça commence par être. Donc, pour être, il faut quand même faire des choses. Si, tu sais, tu dis, est-ce que c'est être RPE 5 et cetera et cetera? Je pense pas, parce qu'en fait, si vous, ne forcez jamais, vous créez vraiment aucune adaptation. Donc si vous créez pas d'adaptation, il y a pas d'évolution, il y a pas de progression. Et s'il y a pas de progression, bah, en fait, vous restez entre guillemets, en dessous des standards, bah, de santé et cetera. Donc je pense quand même qu'il faut savoir forcer, que s'entraîner pour progresser, ça permet de ne pas régresser finalement. Tu vois, on dit souvent ça, à partir du moment où où tu t'entraînes pour, heu, pour stabiliser, bah, en fait, tu commences déjà à régresser, et le fait de vouloir progresser, ça t'empêche justement de régresser, et parfois tu peux avoir une progression. Et donc ouais, il va falloir essayer de progresser, mais de manière intelligente et cetera, parce que, bah, si vous dépassez vos capacités d'adaptation et vos capacités d'assimilation, et bah, forcément vous êtes au-delà de ce que vous êtes capable de tolérer, et ça va pas fonctionner. L'entraînement, c'est toujours pareil, c'est un stress, d'accord? Et mon corps, comme ce stress, il est un tout petit peu supérieur à ce qu'il est capable d'encaisser, il va s'adapter à ce stress pour pouvoir le tolérer. Mais il faut que ce décalage, il soit optimum. Si le stress, il est beaucoup trop haut par rapport aux capacités d'adaptation, on se fait mal, on est en surentraînement et ça fonctionne pas. Si le stress, il est en dessous des capacités d'adaptation, eh bien, en fait, on régresse, parce que le corps, il se dit: «J'ai pas besoin d'avoir toutes ces capacités-là, puisque ce qu'on me demande, c'est en dessous. Donc du coup, bah, je vais m'adapter», parce que le corps, il produit des économies. Donc il faut avoir un stress qui soit toujours bien dosé, proche de vos capacités d'adaptation, parfois un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous, pour maintenir cette progression et au moins ne, pas redescendre. Bah, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que, comme je le disais, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent pour, s'entraîner d'un point de vue de longévité et à chaque fois je leur réponds: «Mais c'est pas du tout ce que tu crois». Parce qu'on sait qu'avec le vieillissement qui est
la perte de ses capacités. Si on ne fait rien et qu'on cherche juste à se maintenir, en fait, c'est la régression assurée. On est Mmh. obligé de régresser. Et en ce sens, sur le soulevé de terre et même de manière générale, on a souvent conseillé de se tenir, tu sais, droit. Faut être droit. Et il y a eu de nombreux débats sur le fait, d'avoir, le dos rond. Je me souviens, tu me corrigeras si je me trompe, mais qu'à tes débuts en force, quand tu faisais du soulevé de terre, tu avais notamment le bas du dos qui était un peu rond, Ouais. et tu avais pas l'air de t'en inquiéter plus que ça. Personnellement, la première fois que je me suis filmé au soulevé de terre, quand j'avais 17 ans, que je faisais des compétitions, bah, je me suis retrouvé, en fait, j'étais rond, mais je me rendais pas compte de ce qu'était une, contraction, des érecteurs du rachis. Donc en fait, pour moi, ça a été un gros choc pour moi. Bref, toi, ça t'a pas fait peur au début? Est-ce qu'il faut absolument éviter le dos rond? Tu vois? C'est un peu Bah, la question. en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai mis des années à vraiment comprendre le mouvement et maîtriser le mouvement et maîtriser le positionnement de mon bassin et de mon dos. Tu vois, on me dit souvent, «Ouais, toi, tu as une technique, elle est impeccable» et cetera et cetera. Mais en fait, ça s'est vraiment pas fait, comme ça du jour au lendemain. Et en plus, à l'époque, comme on avait très peu de ressources, et très peu de gens formés à ça, bah, il y avait pas énormément de correctifs. Et c'est vrai que, bah, j'ai mis du temps avant de comprendre et d'arriver à, bah, comprendre le mouvement et arriver à bien l'exécuter. Mais c'est pareil pour le squat, il y a que le développé couché où c'est venu assez facilement, mais le squat et le soulevé de terre, j'ai galéré pendant longtemps. Et à partir du moment où j'ai compris le mouvement, compris la mécanique, compris comment contracter son dos pour avoir le dos droit, parce qu'on dit souvent place ton dos, mais en fait place ton dos, ça veut tout dire et rien dire, et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Donc ça, bah, j'ai mis du temps à l'apprendre, et à partir du moment où j'ai compris ça et où j'ai appris à faire ça, bah là j'ai pu avoir une vraie progression. Mais c'est vrai qu'avant, bah, j'étais un petit peu limité par cette mécanique. Et du coup, pour répondre à ta question, bah, ça m'inquiétait pas particulièrement parce que j'essayais, mais en fait, j'essayais pas bien. Donc comme j'essayais, j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait. Donc comme j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait, ça m'inquiétait pas. Tu vois, c'est toujours pareil. Si le médecin te dit, tu sais, la légende du, «Il faut boire un verre de vin ou 2 tous les jours, c'est bon pour votre santé». Bon, ben, tu te dis: «Bon, ben voilà, un verre de vin ou 2 tous les jours, c'est bon pour ma santé». Donc ça t'inquiète pas puisque tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Bon alors en fait, quand on regarde un petit peu, c'est c'est un petit peu une connerie. Mais du coup, à partir du moment où tu penses faire ce qu'il faut, ça t'inquiète pas. Je dérive. Est-ce que, finalement, parce qu'on parlait du fait d'avoir le dos droit, toi, tu as eu le dos légèrement rond, donc c'était pas méchant. C'est pas comme notre ami, Matt Gribouille, qui était une vraie tortue. Heu, Lui, est-ce que il a finalement, toujours pas compris d'ailleurs comment était le mouvement. est-ce qu'il faudrait pas justement dans cette optique de longévité, travailler aussi cette capacité à pouvoir avoir le dos rond, au moins avec des charges légères? On sait qu'avec des charges lourdes, comme ce sont de tout petits muscles entre les vertèbres, bon, bah, ils sont pas faits pour générer vraiment du mouvement, ou du moins sur de très, très faibles amplitudes. Ils ont des tout petits leviers, mais il n'empêche que si on est tout le temps dos droit, on perd cette capacité à aller en flexion, notamment au niveau lombaire, ce qui peut être encore plus désastreux à terme. Alors, je dis pas que il faut pas faire du soulevé de terre à 200 kilos dos rond en faisant un déroulé de colonne, mais est-ce que toi, par exemple, dans tes coachings, tu vas intégrer, par exemple, du Jefferson curl pour travailler justement tous ces petits muscles intervertébraux pour garder une certaine capacité d'extensibilité de ces petits muscles et avoir cette capacité justement, si malheureusement, notamment en compétition de force, mais même dans le truc de longévité, un coup tu t'emballes à cause de l'ego, bah, comme tu es un peu habitué à laisser ces muscles s'étirer, bah, ils vont pouvoir supporter une partie des contraintes et réduire ton risque de blessure. Est-ce que tu intègres ça avec tes athlètes? Alors, bah, déjà, tu vois, hem, on a parlé la dernière fois des prérequis. Dans le dernier podcast qu'on a fait le mois dernier, on a parlé des prérequis. Et en fait, si on regarde, bah, en fait, à l'époque, j'avais peut-être pas les prérequis dont on a parlé l'autre fois pour faire du soulevé de terre. Je l'ai fait quand même, ça s'est pas si mal passé que ça, même si, bah, j'ai peut-être créé des lésions à ce moment-là et cetera, mais tout est un petit peu compensable. Bref, après, effectivement, bah, cette capacité à arrondir légèrement, elle est importante et c'est des muscles qu'il faut effectivement renforcer. Moi, personnellement, du Jefferson curl, j'en fais 2 fois dans la semaine. Une fois, dans l'axe, normal, et une fois avec, tu sais, du Jefferson curl avec rotation. Pour venir Ah ouais! Ouais, pour venir, bah, justement renforcer ces petits muscles dont tu parles, et que les tissus soient, préparés à quand même, être mis dans cette amplitude-là et à travailler un petit peu dans cette amplitude-là.
c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le corps, il s'adapte. S'il y a une amplitude dans laquelle vous n'allez jamais, eh ben, les tissus liés à cette amplitude et cette position-là, votre corps n'est pas n'est pas prête à l'encaisser et donc le jour où vous allez devoir y aller, pour une raison X ou Y, soit parce qu'effectivement vous mettez trop lourd et que vous arrondissez, soit parce qu'il se passe un truc dans la vie et que vous vous tournez, et que vous faites pas attention à comment vous ramassez un objet n'importe lequel. Là, j'ai un athlète qui s'est bloqué le dos en ramassant un truc chez lui, tu vois. Il s'est levé un peu C'est un vite de faux son mouvement, il a fait un faux mouvement. Ouais, bah, tu vois, c'est ça. Il s'est levé un peu vite, il a ramassé un truc, paf. Il s'est levé vite de son canapé, il a ramassé un truc, il était un peu fatigué et là, il s'est bloqué le bas du dos, tu vois. Bon, euh, ce genre de truc, eh ben, ça veut probablement dire que les tissus, ils étaient bon, soit un petit peu fatigués, soit bah, il n'était pas forcément bien préparé à aller sur cette amplitude-là et à produire de la force ou une certaine amplitude, etc., etc. Donc, ça va être intéressant effectivement de le travailler. Et pour mes athlètes, ben, j'essaye de les faire travailler sur différentes amplitudes. Et il est important, au niveau de la colonne vertébrale, de conserver votre capacité à avoir une flexion. Donc la flexion, c'est le fait d'arrondir, mais la capacité à avoir de l'extension. Donc l'extension, c'est le fait d'aller vers l'arrière, mais aussi les inclinaisons et les rotations. Donc vous n'allez pas forcément devoir le faire avec une charge lourde ou avec de la vitesse, mais il va falloir être capable de travailler sur ces fonctions-là. D'abord d'avoir les muscles suffisamment développés, donc notamment bah, tout ce qui est la sangle abdominale. Ce qu'on se rend compte en force athlétique, c'est que il y a jamais de rotation, il y a jamais d'inclinaison. Donc la plupart des athlètes, ils ont des obliques qui sont très très faibles. Donc du coup, la capacité à résister aux rotations et aux inclinaisons, elle est souvent pas terrible. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de blessures à ce niveau-là. Donc moi, mes athlètes, ils ont tous, et dans tous mes programmes, c'est systématique, il y a énormément de travail au niveau des obliques et de la capacité rotation, inclinaison et anti-rotation, anti-inclinaison. Donc ça va être du gainage latéral, ça va être du travail au GHD, ça va être des choses comme ça, pour venir renforcer le tronc, mais à 360 degrés, pas juste les grands droits et les érecteurs du rachis devant derrière, parce que si vous avez que ça, eh bien en fait, vous allez à peu près être résistant en inclinaison et en extension, enfin en flexion et en extension, mais vous n'allez pas être résistant en inclinaison, vous n'allez pas être résistant en rotation. Et dès qu'il va y avoir une petite rotation sur un mouvement ou quelque chose comme ça, eh bien ça va pas bien se passer. Donc ça va être important de venir travailler l'ensemble de ces muscles-là via des assistances. Donc ça peut être du Jefferson curl comme tu disais, mais aussi le travail des obliques, avoir une chaîne latérale qui soit vraiment en très bonne santé, qui soit très solide. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça reprend exactement la continuité du précédent podcast, où nous, on avait parlé vraiment plus des prérequis, on va dire, au niveau des hanches, pour le soulevé de terre, sur Mmh, lesquels on reviendra juste après. Et là, on parle des prérequis qu'il faudrait avoir au niveau local, au niveau du bas du dos, pour réduire son risque de blessure. Or, comme tu l'as dit, la plupart des individus dont je fais partie aussi, vu que c'est pas ma priorité du moment, en fait, on ne travaille jamais en dehors, de l'axe, flexion-extension. Et pire, mmh, c'est pour ça que je te posais la question, on est souvent en train d'essayer de garder le dos droit au maximum. On veut garder le dos droit et donc en fait, on n'a plus qu'une seule position, une seule possibilité et après on va dire: «Bah, c'est le soulevé de terre qui est en tort». Et je tiens juste à rappeler avant qu'on déroule que pour la plupart des articulations, les fonctions primaires, ce sont les rotations. Par exemple, pour l'épaule, c'est, les rotations, c'est ici, c'est vraiment les rotations. Heu et seulement ensuite après la flexion-extension. Or pour le bas du dos, c'est vraiment d'abord de la flexion-extension. Heu, L'inclinaison, elle est plutôt au niveau dorsal, mais on en a un peu au niveau lombaire. Par contre, on n'a presque pas de rotation. Donc c'est pour ça que quand on tourne, en général, on tourne comme ça, on tourne vraiment le haut. C'est limite apparenté à des rotations thoraciques. Heu et le but de travailler tout ce qu'a dit Clément, en fait, ça va être de diffuser les contraintes sur le plus de tissus possible. Parce que souvent, quand on se blesse, même si la mobilité est pas forcément le manque de mobilité est la première cause de la douleur ou de la blessure, il n'empêche que plus on a des muscles forts qui peuvent s'activer, plus la contrainte, imaginons qu'on met 100 kilos, bah 100 kilos, ça se répartit sur le grand droit, les obliques, les érecteurs du rachis, tous les petits muscles intervertébraux, tout ça, c'est mieux, c'est mieux, facile à comprendre. Si c'est parti uniquement sur les érecteurs du rachis, qui peuvent tenir qu'une seule position, et puis j'ai pas d'oblique, donc j'ai pas d'inclinaison, j'ai pas de rotation, et j'ai pas d'extension, j'ai pas de flexion. En fait, on va surcharger beaucoup plus facilement une partie de son corps. Et ça, d'expérience, malheureusement, on se rend compte que quand on n'a pas accès à cette, mobilité et ce renforcement au niveau local,
bah, ça prédispose plus facilement à se blesser. Un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est aussi, bah, on parlait la dernière fois des prérequis au niveau de la hanche, et de ta capacité tout à l'heure quand tu débutais, bah, entre guillemets, à pas réussir à placer ton dos. Moi, je vois beaucoup de personnes en coaching premium à Annecy, quand je leur demande de cambrer le bas du dos, ou d'arrondir aussi, mais c'est un autre sujet, ils ont du mal aussi. Et souvent, ça vient d'un manque de contrôle du bassin, tu vois, de pas réussir à se mettre en position de soulevé de terre. Est-ce qu'on en revient à ce qu'on disait la dernière fois? Si je ne veux pas me blesser avec le soulevé de terre, et après on parlera de son optique en termes de renforcement. Est-ce que j'ai pas intérêt aussi à checker mes hanches et à renforcer mes rotations, heu, comme de vrais exercices? Bah, tu vois, ce que tu disais là sur la diffusion des contraintes au plus de tissus possible, ce qui se passe, c'est que bah, quand on a un tissu ou qu'on a une amplitude où on perd de la capacité, bah, on va devoir compenser ailleurs. Donc, bah, je sais pas, moi, j'ai les obliques pourris, donc je viens compenser un peu plus au bas du dos, mais ça marche aussi pour les hanches. Si mes hanches manquent de capacité de flexion, de rotation, etc., eh ben, ça va compenser un petit peu au niveau du dos. Donc, en fait, toutes les forces, elles vont se centraliser vraiment au niveau du bas du dos et c'est pour ça que vous allez avoir un risque qui va être accru parce que ça va augmenter les compensations et tout va se passer à ce niveau-là. Donc, vu que tout se passe à ce niveau-là, bah, il y a de grandes chances que ça se passe mal. Plus vous allez diffuser les contraintes, que ce soit vers le haut avec les obliques, etc., et les autres muscles du dos, et aussi vers le bas avec l'engagement de la hanche, l'engagement des fléchisseurs, des extenseurs, des fessiers, etc., etc. Donc, en fait, plus vous allez avoir de fonctions, plus les tissus localement ils vont avoir de capacité, mieux vous allez arriver à placer votre dos et votre bassin exactement comme vous voulez, et plus vous allez diffuser les contraintes. Donc, effectivement, bah, si donc là, je parlais tout à l'heure, des déficits au niveau des obliques, et de la capacité inclinaison-rotation et anti-inclinaison, anti-rotation. Mais effectivement, si vous n'avez pas les bonnes capacités au niveau des hanches, notamment de flexion de hanche et de rotation de hanche, eh beh, ça va entraîner des compensations. Donc, il va falloir effectivement que ce soit vraiment, le plus équilibré possible. On voit souvent les mouvements, hem, tu vois, ça, c'est la vision bodybuilding. On a eu un petit bug de connexion, donc on va reprendre, le fil de notre discussion qui, j'espère, vous intéresse, énormément. En tout cas, pour ma part, je me régale. Heu, donc on parlait de la répartition des contraintes et du fait qu'il fallait vraiment avoir le maximum de fonctions disponibles pour ne pas surcharger une zone en priorité. Et c'est par exemple ce qui se passe pas mal avec mes genoux, avec mon manque de rotation interne, même si je progresse énormément. Clément, tu vas être impressionné, quand je vais te voir en novembre. Tu n'imagines pas comment j'ai progressé, même, je suis encore très loin d'avoir tes rotations. Hem, on parlait au niveau des hanches d'avoir justement, bah, suffisamment de flexion et de rotation interne ou externe en fonction, et c'est là où on va dériver, de la variante qu'on va utiliser. Si demain, je souhaite utiliser le soulevé de terre pour renforcer mon dos, et à condition que j'ai justement ces prérequis dont on parlait, ce renforcement local qui est un peu la priorité, et c'est ce qu'expliquait Valentin dans son podcast Puissance Santé, au moment où on enregistre cet épisode, où il disait que en fonction de l'activité qu'on allait faire, ou des mouvements qu'on souhaitait faire, on devait réfléchir d'abord en termes de qu'est-ce que ça allait solliciter et qu'est-ce qu'on devait renforcer, qui peut se faire en échauffement, ce qu'on appelle plus communément la réhab. Est-ce qu'il y a une variante de soulevé de terre à privilégier pour renforcer son bas du dos une fois qu'on a ces prérequis, on va dire, de mobilité, de force au niveau local, mais également au niveau des articulations sous-jacentes, comme les hanches? Est-ce que tu ferais plus du traditionnel? Est-ce que tu ferais plus du roumain? Est-ce que tu ferais du sumo? Est-ce qu'il y a une variante dans cette optique, encore une fois, de longévité, pas forcément de performance, que toi tu ferais privilégier? Moi, ouais, ça va être vraiment, bah, le soulevé de terre roumain. Pour moi, avant de faire du soulevé de terre, il faut que vous soyez capable de faire du soulevé de terre roumain et que vous maîtrisiez le soulevé de terre roumain. Ah, Parce que, alors bah, c'est c'est quoi le soulevé de vraiment, terre roumain pour ceux qui connaissent pas déjà? Est-ce que tu peux. vous déverrouillez les genoux, vous gardez la barre collée à vous et en fait, vous venez faire une flexion de hanche, donc vous venez vous pencher en avant en gardant le dos droit, en gardant la barre collée à vous et sans retoucher le sol. L'idée, ça va être de mettre les fesses un petit peu en arrière et de vraiment avoir un étirement au niveau des ischio-jambiers, de vraiment bien mobiliser le pattern de hinge. Donc le hinge, c'est le fait de s'incliner en avant comme ça, un petit peu comme une porte qui tournerait autour des gonds de la porte. L'idée, c'est de faire un petit peu la même chose. C'est de ce mouvement de charnière et pour venir, bah, travailler sur votre extension de hanche qui est un pattern de base
mais une extension de hanche avec le dos bien placé. L'avantage du roumain, c'est que vous pouvez adapter l'amplitude du mouvement à votre mobilité. Donc, je dis n'importe quoi, mais si avec la barre en dessous des genoux, vous avez tendance à arrondir, eh bien, si vous faites du soulevé de terre classique, vous allez devoir arrondir le dos pour ramasser la barre par terre. Donc, c'est pas terrible. Alors qu'avec le soulevé de terre roumain, vous allez pouvoir vous permettre, si en dessous du genou, c'est la zone un petit peu complexe, vous allez pouvoir vous permettre de travailler votre pattern de hinge en allant jusqu'à cet endroit-là et en venant grappiller un petit peu centimètre par centimètre. Donc, par exemple, peut-être qu'au début, au niveau du genou, ça va être votre limite. Et au fur et à mesure des séries, au fur et à mesure des répétitions, moi, ce que j'aime bien dire à mes athlètes, c'est essaye de gratter un petit demi-centimètre d'amplitude à chaque répétition pour que le système nerveux commence à s'habituer, commence à s'adapter et commence à apprendre à développer de la force dans cette nouvelle amplitude. Et au fur et à mesure, grâce au soulevé de terre roumain, vous allez gagner gagner en capacité, gagner en amplitude et vous allez avoir au fur et à mesure la capacité de faire un soulevé de terre classique avec la barre au niveau du sol sans avoir le dos qui défixe. Et là, du coup, vous allez pouvoir, une fois que ça se sera fait, intégrer un vrai soulevé de terre. Mais à la base, voilà, ça va être le soulevé de terre roumain. Après, dans une optique purement santé longévité, ça peut aussi être intéressant de mettre du soulevé de terre sumo pour mettre cette composante d'ouverture de hanche, d'accord, et de venir continuer de travailler sur cette amplitude-là. De manière générale, dans une optique vraiment santé longévité, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir la capacité de faire tous les mouvements dans un maximum d'amplitude. Parce que moi, par exemple, du soulevé de terre sumo, j'en fais jamais parce que dans un objectif de performance en force athlétique, c'est pas un mouvement qui est intéressant pour moi. D'autant plus que je suis pas très bon dessus. Donc ma mobilité de hanche spécifique au sumo, elle est pas forcément excellente. Si demain j'arrêtais d'avoir cet objectif de performance et que je voulais passer juste dans un objectif santé longévité, probablement que je mettrais un soulevé de terre sumo par semaine pour diversifier mes contraintes, diversifier mes capacités et du coup élargir un tout petit peu ma zone où je suis capable d'aller dans certaines amplitudes et diversifier les amplitudes que je suis capable de tenir. Pour toi, le prérequis pour ne pas se blesser au soulevé de terre, en plus du renforcement local, c'est vraiment, on va dire, la souplesse, mobilité de la chaîne postérieure, si j'ai bien résumé. Ouais, oui, de toute façon, c'est ce que j'expliquais dans le podcast la dernière fois, vous avez, quand vous faites un soulevé de terre, donc ça, c'est, ça va être votre buste, ça va être vos fémurs. Vous avez la barre qui est donc tenue par vos bras ici, donc il y a une force qui s'exerce dans ce sens-là. D'accord? Quand vous venez mobiliser vos ischios, vous venez tracter avec vos ischios, tracter votre buste un petit peu vers l'arrière, donc avec vos ischios et vos fessiers. Et en fait, le dos qui est ici se retrouve pris entre la contrainte de la barre qui fait ça et la contrainte des ischios qui tirent. Et souvent, on vient arrondir un petit peu parce que les contraintes sont trop fortes. L'idée, ça va être d'avoir des ischios qui soient suffisamment souples pour ne pas trop tirer sur le bassin et qu'il y ait un petit peu de capacité de tolérance là, et des érecteurs du rachis qui soient suffisamment forts et solides pour maintenir cette fixation. Et en plus des érecteurs du rachis, il y a tous les muscles un petit peu périphériques dont on a parlé, qui vont participer à la rigidité du tronc. Donc ça va être tous les muscles abdominaux, les obliques, etc., etc. Il y a énormément de muscles qui sont mis en place. Même le grand dorsal, il a une utilité dans la fixation du buste et la capacité du buste à ne pas se déformer. Donc l'objectif, ça va être d'avoir tous ces muscles-là, tous ces tissus qui soient les plus solides possibles, les plus renforcés possibles, pour limiter au maximum les déformations. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire des exos d'assistance et de ne pas se concentrer que sur les exos spécifiques. D'accord? Si vous ne faites que du soulevé de terre pour être fort au soulevé de terre, peut-être que vous mettrez lourd, mais probablement que vous mettrez lourd avec des compensations et qu'à moyen terme et à long terme, ça va pas bien se passer parce que toutes les contraintes seront centralisées sur un seul et même endroit et que les autres muscles un petit peu périphériques et qui ont des actions connexes, eux, seront faibles. On en revient à cette surspécialisation qui, si on n'y prend pas garde en introduisant de la variété par rapport à ce qu'on souhaite faire sur le moyen et long terme, sans avoir de vision, mais en fait, va nous fragiliser. C'est un peu comme faire que du développé couché pour progresser au développé couché. Ça va marcher un temps, mais à un moment, comme l'expliquait très bien Romain Cacciaventa quand il était venu donner des cours
au CQP Annecy, qui est une référence pour moi en préparation physique. C'est un moment où tu fais toujours la même chose, mais en fait, tu arrives au bout du tunnel. Je me mets comme ça pour que Mmh. vous voyez. On se met au bout du tunnel et en fait, alors qu'à un moment, il faut ouvrir le tunnel. On peut le rétrécir un peu en se spécialisant, mais ensuite, il faut le réouvrir. Combien de temps il faut, de ton expérience, pour réussir à faire un soulevé de terre roumain en allant toucher le sol avec la barre, voire en la posant à chaque répétition? Si on part, je vais mettre un contexte, on est à peu près barre au niveau des genoux. Parce que ça, c'est très je te le demande parce que en fait, je pense que beaucoup de personnes vont peut-être pas se rendre compte du temps qu'il faut, d'autant plus que quand ça te tire et que tu n'as pas ces capacités de mouvement, que tu as plein de protections mises en place par le système nerveux, bah, en fait, tu as souvent tendance à te crisper, de faire «Ih!» et donc à pas réussir à descendre de rep en rep ou de séance en séance, au lieu de rester relâché, d'essayer d'être fluide, tout ça. Combien de temps, toi, tu vois pour réussir et est-ce que tu as, une moyenne par rapport à alors bien sûr, c'est Ouais, difficile de donner une moyenne, mais est-ce qu'il faut quelques mois, quelques semaines, 2 séances? c'est dur à dire parce que tu as des gens en fait, ça va dépendre d'énormément de choses. À quel point tu es doué, déjà, hein, à quel point tu es raide et depuis combien de temps tu es raide, d'accord? Si on prend un extrême, tu vois, quelqu'un qui n'est pas doué, qui n'est pas souple et Bon, ouais, c'est moi. qui re Vas-y. non, 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 non et qui reprend vraiment le sport, tu vois, qui a pas fait de sport depuis 20 ans et qui a été sédentaire à fond et cetera, bah, lui, ça va peut-être mettre des années. Alors que à l'inverse, quelqu'un qui, bon, il s'est un peu laissé aller, mais il est quand même pas trop vieux, il est quand même relativement doué et cetera, ça peut prendre quelques semaines ou quelques séances et même sur la mobilité, tu vois, on en discutait avec Valentin et même c'est un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, tu vois, sur mes petites douleurs là que j'avais eues avec la course à pied. En Moi, mon corps, il réagit bien dès que je fais un truc. En 2-3 séances, ça progresse très vite parce que j'ai pas perdu beaucoup de capacité et puis que j'ai un système nerveux qui est efficient et cetera. Donc je retrouve vite des amplitudes. Et il y a des gens, c'est pas du tout le cas. De manière générale, quelqu'un qui serait raide et qui aurait la barre au niveau des genoux pour qu'il retourne avec la barre au niveau du sol, ça va plutôt se compter en semaines et en mois, tu vois? Allez, peut-être, 4 à 6 mois pour la majorité des gens, tu vois? Tu as des gens, ça va aller beaucoup plus vite et tu as des gens, même au bout de 2-3 ans, ils vont pas y arriver. Donc ça dépend et puis toujours pareil, quel est le temps que tu vas y dédier? Est-ce que tu vas le faire une fois dans la semaine? Ou est-ce que tu vas faire un protocole vraiment complet à, comme on disait l'autre fois, 5 fois 20 minutes tous les jours, par exemple, sur la mobilité? Ça va aussi dépendre énormément de ça. Si tu te destines vraiment à fond et que tu fais, 5 fois 20-30 minutes pour retrouver de la capacité, évidemment que tu vas la retrouver plus vite que quelqu'un qui ferait ça juste une fois par semaine. Parce que si tu le fais une fois par semaine, bah, tu as ton exposition le lundi, ta surcompensation, on va dire, adaptation, mardi, mercredi, pourquoi pas jeudi et dès jeudi, tu tombes dans le désentraînement jusqu'au lundi suivant. Donc pour que tes tissus s'habituent, pour que tes tissus retrouvent une capacité et cetera, va falloir multiplier les expositions et au moins le faire 2-3 fois dans la semaine. Donc avec du travail de mobilité, ça peut être du travail au banc à lombaire pour venir renforcer le dos, pratiquer du soulevé de terre roumain, mettre d'autres exos d'extension de hanche, par exemple du hip thrust ou un autre Du exo swing, d'extension de hanche. du Ouais, du swing, swing, par exemple, la kettlebell, effectivement, pour venir, entre guillemets, bah, travailler ce pattern. De manière globale, tu peux faire du roumain plusieurs fois dans la semaine. Moi, je sais que j'aime bien le good morning, mais pour les athlètes qui sont vraiment confirmés et qui savent le faire, je trouve qu'il a un très bon intérêt, le good morning. Que ce soit assis ou debout, tu vois, sur la mobilité, il est très bon. Tu vois, c'est des exos qui sont intéressants, mais bah, il faut toujours pareil, c'est les prérequis et plus tu vas le faire fréquemment, bah, plus tu vas retrouver la capacité rapidement. est-ce qu'il y a une limite avant que je dérive sur une autre question sur le soulevé de terre aussi, heu, sur le poids qu'on peut mettre sur du Jefferson curl, ou même des exercices avec rotation pour lesquels, en fait, ce sont des tout petits muscles qui sont, mis en jeu, donc qui ont un très petit levier et qui sont pas faits normalement pour générer, beaucoup de force et est-ce que pour toi, ça a du sens, de faire du Jefferson curl, à 100 kilos par exemple? On a pu voir certains se vanter sur les réseaux sociaux en se disant: «Je me renforce le dos» ou est-ce que finalement, de mon expérience en tout cas, j'ai l'impression qu'au-delà de 30-40 kilos, ça commence à avoir quand même beaucoup moins de sens et comme c'est une répartition de contraintes, après, bah, les Mmh. contraintes sont plus subies par des structures un peu plus passives, même si elles se renforcent, comme on en a parlé dans le podcast Hybrid Podcast avec Fred Cossé cette semaine. Est-ce qu'il y a une limite pour toi en termes de charge à utiliser sur ces mouvements où justement normalement on n'a pas beaucoup d'amplitude et qui peuvent vite,
mettre à mal si justement on n'a pas, un renforcement adéquat? Souvent, les gens qui font du Jefferson à 100 kilos, ils vont te dire: «J'ai été progressif». Heu, Sauf Ouais, mais que tu vois, c'est vrai que la progressivité, c'est, propre à chacun, quoi. C'est un peu à le mythe, c'est voilà, comme la volonté, quoi. Tout le monde c'est la volonté qui fait gagner, sauf que bon, en fait, c'est que c'est pas ça, quoi. tu vois? Le gros argument pour les gens qui disent: «Le soulevé de terre dos rond, il y a pas de problème», c'est de dire: «Les tissus s'adaptent». Les tissus s'adaptent. Oui, c'est vrai, les tissus s'adaptent, mais les tissus s'adaptent à une certaine vitesse et surtout dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu beau avoir adapté tes tissus, va toujours y avoir un moment où la contrainte, elle sera trop. Soit parce que tu es fatigué, soit parce que simplement ce que tu demandes c'est trop. Donc effectivement, le Jefferson Curl à 100 kilos, je pense que c'est probablement trop, sauf si tu as un max au soulevé de terre à, 350 kilos. Peut-être que pour quelqu'un qui a un max au soulevé de terre à 350 kilos, le Jefferson Curl à 100 kilos, ça peut le faire, tu vois? Quelqu'un qui a un max au soulevé de terre à 200 kilos par exemple, je suis convaincu que le Jefferson Curl à 100 kilos, c'est trop. Donc où est où est la limite? Je sais pas parce que je suis pas dans les tissus des gens et puis chacun est différent et bah, on a tous des capacités qui sont différentes et des capacités d'adaptation qui sont différentes, mais il y a une certitude, c'est que les capacités d'adaptation, c'est dans une certaine mesure jusqu'à un certain point, d'accord? Et la notion de progressivité, souvent, elle est mal comprise parce que sur ces tout petits muscles, sur ces tout petites structures qui sont quand même relativement fragiles, le temps d'adaptation, il est beaucoup plus lent que le temps de progression. Donc c'est pas parce que vous êtes capable de faire un Jefferson curl à 100 kilos que vos tissus sont adaptés pour faire un Jefferson curl à 100 kilos. Et c'est pas parce que pendant 6 mois vous allez faire un Jefferson curl à 100 kilos que votre corps le vit forcément bien. D'accord? Donc sur ce genre de mouvement, le Jefferson curl, moi, j'ai tendance, tu vois, à commencer avec pour mes athlètes, à les faire démarrer à 15 kilos. 15 kilos, c'est arbitraire, mais c'est le poids d'une petite dumbbell ou d'une Nickel. barre femme, tu vois. Donc des fois c'est 10, des fois c'est 15 selon leur niveau, etc., etc. Et en général, je fais progresser la charge de 2,5 tous les blocs, donc tous les 4 à 5 semaines au début, d'accord, jusqu'à arriver vers 20-25 kilos en fonction de leur niveau. Et là, à partir de ce moment-là, je fais progresser de 2,5 tous les 2-3 blocs. D'accord? Donc en fait, tu te retrouves finalement moi, mon Jefferson Curl, je le fais selon mon niveau de fatigue et cetera. Je le fais en Zercher, comme ça me permet d'avoir un peu plus d'enroulé thoracique et de partir d'un peu plus haut. Je le fais selon mon niveau de fatigue entre 30 et 40 kilos, jamais au-dessus, Ah tu vois? ouais, donc tu vois, tu vois, c'est pour ça que je posais la question. Tu fais 30 à 40 kilos en version Zescher qui est un peu plus, C'est un peu plus contraignante exigeante, puisqu'on ouais. met en jeu la partie thoracique de la colonne vertébrale, mais tu Mmh, fais un soulevé de terre à 300. voilà. Et alors, pour le coup, je le place aussi à un moment particulier de ma semaine. C'est que je le fais après mon SBD lourd du vendredi. Donc je le cherche pas à le faire en mode renfo. C'est juste après les grosses compressions liées à mon soulevé de terre, je vais faire ça et du reverse hyper pour venir, entre guillemets, remoduler un petit peu, au niveau local. Et souvent, tu sais, quand je finis mon soulevé de terre, j'ai le bas du dos qui est un petit peu fatigué et le fait de faire un petit peu de Jefferson alors pour moi, c'est relativement léger et du reverse hyper avec pause en haut, ça me permet de venir un petit peu remoduler et de faire, se dissiper les différentes, tensions musculaires qui sont accumulées sur mon soulevé de terre lourd, tu vois? Si je le mettais à un autre moment de ma semaine, je pense que je pourrais aller plus lourd, mais j'ai pas forcément la volonté de le faire. Et mon Jefferson curl rotation, qui est placé plus tôt dans la semaine, je le fais en fonction de mon niveau de fatigue avec une kettlebell entre 24 et 32 kilos. Donc, Ouais, et ouais, ouais, tu vois, c'est pas c'est très assez lourd. léger. J'ai l'impression que ce que tu fais pourrait s'apparenter, je mets des gros guillemets, mais à un genre d'étirement passif, Oui, limite, qu'on ferait en fin de séance et qu'on a mmh. beaucoup décrié par le passé, mais que moi j'aime bien pratiquer, vu que je suis raide comme un piquet. Mais en gros, c'est ça, c'est tu remets de l'étirement pour avec du poids là ce coup-ci, mais pour toi qui correspond à rien du tout, qui a une toute petite contrainte, pour justement remobiliser les tissus en étirement. Alors, tu vois, pour le coup, c'est pas un étirement passif parce que, bah, il y a une contraction, je le fais en tempo et tout, mais justement, ça va être un étirement actif. Heu, on n'est pas vraiment dans la mobilité, mais on est à cheval entre la mobilité et la souplesse, ouais, si on veut. Et l'idée, ça va être de répartir les contraintes. Par contre, le rotation, tu vois, le Jefferson curl rotation,
Donc en gros, vous faites une flexion et quand la kettlebell elle arrive au niveau des genoux, vous partez à droite, donc vous venez vous incliner sur le côté, vous remontez, ensuite vous faites la même chose à gauche en alternant droite et gauche pour venir travailler sur flexion rotation. Et donc avoir vraiment la colonne qui vient travailler sur des amplitudes qu'elle a pas forcément l'habitude de faire. Et sur celui-ci, ça s'apparente un peu plus à du renfort, tu vois, je le sens un peu plus musculairement. Mais il est placé plutôt dans ma semaine et un jour où je suis frais. Tu vois, je veux pas faire cet exo-là en ayant le dos fatigué parce que pour le coup, ce qui est censé être le remède peut devenir le poison. En fait, c'est ça le problème de tous ces exos de prévention des blessures. Tu vois, quand je mets le Copenhagen plank hip tap là, quand je mets, le pied très très haut et que je viens beaucoup étirer l'adducteur, souvent il y a tout le temps quelqu'un qui me dit: «Moi, si je fais ça, je me déchire l'adducteur». Bah oui, mais parce que t'es pas préparé à le faire. Si cet exo-là, tu l'as fait progressivement et tout, et que tu le doses intelligemment et que tu mets pas une charge de cochon dessus, il va être très bien. Mais par contre, effectivement, et comme tous les exos de réhab, tu vois, le Cuban press, tu fais du Cuban press très léger, c'est de la prévention. Si tu tentes de faire un 1 RM au Cuban press, peut-être que tu vas te niquer la coiffe, tu vois. Donc, il faut toujours arriver à doser le remède parce que un remède mal dosé, ça devient un poison. Et c'est comme les médicaments et la réhab, c'est la même chose. C'est moi ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je vais continuer, sur le sujet avant d'arriver à une sorte, de conclusion, malheureusement. On n'a pas parlé, du renforcement du haut du dos. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sont justifiés sur le soulevé de terre en disant: «Non, mon bas du dos n'est pas rond, il est bien fixé», même si on sent pas forcément les petites flexions qu'il peut y avoir, au niveau lombaire et il y en a qui disent: «Moi, je suis juste rond au niveau du haut du dos» et le haut du dos, d'un point de vue santé, j'ai plutôt l'impression qu'il faille, je sais pas si ça se dit, mais qu'il faut adopter, heu, plus une position type haltéro, où tu vas engager vraiment un peu les trapèzes, le grand dorsal, tout ça et tu peux me confirmer ou pas et en force athlétique, quand tu veux de la force, tu as intérêt à avoir le haut du dos rond pour gagner quelques centimètres, d'amplitude et donc soulever plus lourd. Quel est ton avis? Quel est ton déroulé Bah, là-dessus? heu, plus tu vas avoir le haut du dos, alors j'aime pas trop dire rond, mais chercher à avoir les omoplates vers le bas et effectivement, tu viens pas en grosse rétraction des omoplates et tout parce que là, effectivement, ça va virtuellement te raccourcir les bras. Donc du coup, tu vas devoir aller chercher la barre plus basse et plus tu vas chercher bas, plus il y a d'amplitude et plus les contraintes sont élevées. Donc, il y a un ratio où le fait de vouloir faire ça, au contraire, ça va même être accidentogène parce que tu vas devoir aller chercher plus bas. Donc, comme tu vas chercher plus bas, tu vas développer moins de force et tu vas devoir entraîner plus de compensation. Et en plus, souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir tenir jusqu'à une certaine charge. À un moment donné, tu vas plus pouvoir et donc, du coup, tes épaules, elles vont partir en avant. Et là, ça va créer de l'inertie et il y a un changement de longueur qui s'opère, mais sous la charge. Et ce changement de longueur sous la charge, il est vraiment pas bon. Donc, il vaut mieux souvent partir avec les omoplates vers le bas, une légère flexion au niveau thoracique pour pouvoir maintenir cette position-là, effectivement. Après, c'est toujours pareil. C'est un continuum. Tu vois, les gens ils disent oui, c'est mon haut du dos qui est rond, mais le bas du dos il est placé. Si tu cherches à arrondir le haut du dos au maximum du maximum du maximum, il y a de grandes chances que ça crée une inertie et que ça se répercute aussi au niveau lombaire. C'est-à-dire que tout est imbriqué. Donc tous les alignements de ta colonne, ils sont liés les uns aux autres. Ton alignement lombaire, il est en partie lié à comment ça va se passer et comment ça va se placer au niveau thoracique. Donc, encore une fois, il faut pas tomber dans l'excès. Il faut pas tomber dans l'excès du je me tiens hyper droit avec les omoplates sorties, les omoplates en arrière, la poitrine sortie et tout, parce que ça, ce sera contre-productif. Mais il faut pas se placer dans l'excès inverse du je me mets comme ça le dos le plus arrondi possible sur le haut pour virtuellement arrondir mes bras, parce que ça aussi, ça va créer de l'inertie. Et même si effectivement, naturellement, on est un peu syphosé au niveau thoracique. Il faut pas rentrer non plus dans l'abus. C'est très rare, mais il y a quand même des gens qui arrivent à se faire des hernies au niveau thoracique. C'est très rare, mais ça arrive. Moi, quand je t'écoute et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on traite ce sujet en podcast tous les 2 et que j'analyse plein de gens, malheureusement, j'ai envie de dire: «Beh, les gars, faites pas de soulevé de terre ou alors très léger parce que il vous manque tous les prérequis et que le travail
à faire pour avoir ces prérequis ou ce renforcement, bah, va vous demander un tel temps et c'est plein de petits exercices en plus dont on parle, depuis tout à l'heure, mais c'est pas des exercices où on prend beaucoup de plaisir. Donc finalement, est-ce que je choisirais pas d'enlever la contrainte, dire: «Bah, écoutez, je vais pas faire de soulevé de terre ou alors très léger, voilà, avec une kettlebell ou quoi, pour maintenir le pattern de mouvement, un peu d'amplitude, tout ça, éviter de surcharger pour éviter d'avoir à faire tout ce renforcement». Ça, c'est un peu ce que souvent ce qu'on dit avec Super Six, c'est voilà, squat, soulevé de terre, faites gaffe et souvent je le caricature un peu, mais là, quand je t'écoute, en fait, il faut tellement de prérequis pour, ne pas se blesser et que ça renforce que, ça fait un peu peur, non? Alors après, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que malgré tout, le meilleur moyen d'avoir les prérequis pour faire du soulevé de terre, ça reste quand même de faire du soulevé de terre. Tu vois? C'est-à-dire que, tu sais, on dit souvent, on a le physique de ce qu'on fait et on fait, enfin oui, on a le physique de ce qu'on fait. Et ben c'est un petit peu la même chose. Si vous faites du soulevé de terre, vous allez naturellement développer un petit peu les prérequis pour le soulevé de terre. Simplement, il va falloir le faire à une charge qui est adaptée au début, tu vois? Et je pense que c'est aussi pour ça que une fois que j'ai eu compris la mécanique du mouvement du soulevé de terre et que mon dos était moins rond, je me suis mis à plus progresser. C'est parce que avant ça, mon corps et mon système nerveux sentaient bien que c'était pas bon et donc en fait naturellement t'es bridé et c'est aussi et comme tu peux pas mettre des charges qui sont vraiment lourdes, et ben tu limites les chances de te blesser. Et là où tu et une fois que bah, les prérequis sont ok et tout, et ben là ton corps il libère entre guillemets ton système nerveux, il libère de la force et tu peux aller plus loin parce que bah là c'est bon les prérequis ils sont ok. Et finalement je pense qu'il va falloir faire du soulevé de terre, mais il va falloir le faire à une charge qui soit adaptée et au fur et à mesure, bah, tu vas repousser un petit peu ce seuil. Je pense pas que le soulevé de terre, ce soit le mouvement qui demande le plus de prérequis, tu vois? Quand même. Parce que ça peut aller relativement vite. Par contre, il faut être sûr de bien le faire et de bien le faire tout de suite. Et il y a beaucoup de «rumeurs» entre guillemets sur le soulevé de terre. Tu vois, moi, c'est souvent que j'ai des gens qui me disent, «Je veux maintenir les omoplates en arrière sur mon soulevé de terre». Bah, ouais, mais en fait, tant que tu feras ça, tant que tu essaieras de faire ça, tu penses que c'est bien de le faire, mais en fait, tant que tu essaieras de faire ça, ton soulevé de terre, il sera pourri. Parce que ton soulevé de terre, il est pourri à cause de ça. Donc, c'est là aussi où il y a une grande importance d'avoir les bonnes influences et de se faire coacher par des personnes qui sont compétentes et pas de se faire coacher par des clowns. Parce que des fois, je vois des gens qui coachent et qui disent ouais, sur poitrine, etc., etc. Bah non. En fait, le simple fait au niveau du placement d'être comme ça ou juste d'être omoplate vers le bas sur un soulevé de terre, tu vas gagner presque 10 centimètres. Donc, moi, si tu me demandes d'aller chercher la barre 10 centimètres plus bas, évidemment que je vais avoir des déformations parce que bah, c'est trop. Et d'avoir en fait juste le mauvais focus technique, souvent ça te bloque et ça t'empêche de progresser. Donc vraiment le conseil que je donne aux gens qui veulent faire du soulevé de terre mais qui sont pas sûrs, c'est faites-vous coacher par quelqu'un qui maîtrise le mouvement et qui connaît le mouvement. D'accord? Pas juste par quelqu'un qui a deux trois notions etc. et qui souvent va avoir des notions qui sont pas bonnes. Même chose, on n'a pas parlé là du bracing et de la création de rigidité via l'utilisation de l'air et le fait de venir utiliser le diaphragme, etc. pour être compact. Mais ça, c'est pareil. Si vous n'utilisez pas ça, forcément que ça va être très compliqué d'avoir de la rigidité parce que vous allez vous baser que sur le musculaire et le musculaire ne suffira pas. Finalement, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que pour que le soulevé de terre fasse du bien, il faut faire du soulevé de terre. Je pensais que tu allais dire que d'un point de vue longévité, sans optique de performance, la version, roumaine ou, complétée par du sumo, Oui, était l'idéal je suis et d'accord, pas je suis forcément le soulevé de d'accord, terre classique, voilà. je suis Mais, d'accord. bon, en fait, quand pour tout vous dire, vous qui nous écoutez, en fait, je connais les réponses presque par cœur que Clément va donner vu que on pense la même chose, donc j'attendais ça. Mais, tu vois? Et c'est ça qui est intéressant de retenir, c'est que en fait, quel que soit le mouvement et c'est ce que disait Marc Vouillot, justement, je me souviens quand j'étais en cours avec lui en 2004-2005, il disait: «La force athlétique ne tolère pas la médiocrité» et j'ai même envie de bah, il aimait bien Tous cette les sports, médiocrité. tous les Et en sports ne fait en tolèrent fait, pas. n'importe quel mouvement, n'importe quelle chose que vous faites en musculation, mais pas que, ne tolère pas la médiocrité. Aujourd'hui, on est dans cette ère où on veut aller vite et on a parlé justement aussi de l'adaptation de la charge, du stress mécanique, dans le sens où si vous manquez de prérequis, le fait de ne pas faire le mouvement
bah, va pas vous préparer quand vous allez avoir les capacités de mouvement à supporter les contraintes. C'est pour ça que pratiquer en rapport avec ses capacités, sans se laisser emporter par son ego, c'est facile à dire, hein, je me suis souvent laissé emporter par mon ego quand j'étais jeune avec toutes les vidéos de soulevé de terre dos rond que j'ai pu faire, vu ma flexion de hanche affreuse que j'avais. Mais c'est toujours facile d'incriminer un exercice et c'est beaucoup plus tôt de se remettre en question et de se dire: «Voilà ce dont je manque». On a essayé aujourd'hui, avant de parler de performance exceptionnelle de Clément en Aerox, pour conclure, qu'il a fait l'Aerox de Rome, de vous montrer, bah, voilà, en fait, le soulevé de terre, c'est ça, 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 ça. Et ça peut vous faire du bien, à condition de renforcer ça, de renforcer ça. Et que la longévité, c'est pas uniquement de se dire: «Bah, moi, je le fais pas, je fais très léger». C'est se mettre en place des contraintes de manière progressive, les monter, vraiment petit à petit. Pas forcément forcer sur des exercices pour lesquels on n'est pas fait pour forcer, comme, du Jefferson ou voilà, du Jefferson avec rotation ou même des mouvements d'anti-rotation ou autres, mais les travailler quand même pour se renforcer et être le plus résilient possible. C'est ça la longévité et ça oblige, bah, à chercher à progresser. On peut pas se dire: «Bah, moi je m'entraînais cool, je mets plus de contraintes». Même avec Fabrice, qui dit qu'il fait de la longévité, il fait plein d'exos. Il arrête pas de tenter des trucs et tout, bon, dont il parlera peut-être un coup, mais il tente plein de trucs et cetera. Avec des contraintes, des fois, je me dis: «Putain, mais c'est pas si facile que ça, même au poids du corps». Et donc c'est pour ça que je veux qu'on aborde le soulevé de terre parce que moi, j'ai souvent tendance à le diaboliser et je suis plutôt, par rapport à ce que je vois et que les gens que je coach à dire: «Voilà, bah, là, je vois tes capacités de mouvement, comment tu bouges. Est-ce que tu as envie qu'on fasse ça?» La plupart du temps, c'est: «Non, je veux pas qu'on fasse tout ça pour que ça passe». Donc j'ai plutôt tendance à changer le mouvement, à dire: «OK, bah, on n'en fait pas, mais dans ce cas-là, bah, voilà, ça prédispose, si tu fais le con, à te blesser, à faire ce que tu n'as jamais fait, à te blesser». Et il y a l'autre pan que Clément, défend, assidûment au fil des podcasts qui est: il faut s'exposer aux contraintes, ne pas le fuir et y aller progressivement. Donc Bah, vas-y, tu voulais je compléterais juste disant que ce qui vous blesse, c'est pas le soulevé de terre ou le squat. Ce qui blesse, c'est la manière dont vous pratiquez le soulevé de bah, c'est terre ou qu'on le est squat. faible. En fait, on se blesse parce qu'on est faible. C'est ça qui est Voilà, dur à mais accepter, ouais, mais tu c'est, vois, d'être nul. alors, il y a la manière dont vous le pratiquez et quand je dis la manière, c'est techniquement, de quelle manière techniquement vous le faites, si la technique est pas bonne, et cetera, et cetera. Donc techniquement, ça inclut les compensations, mais aussi la manière aussi dans le choix des charges et le choix de l'intensité et du volume que vous mettez. C'est-à-dire que le volume et l'intensité, ben, il faut aussi des prérequis. C'est-à-dire que je me réveille pas un matin en me disant: «Je vais faire 10 fois 10 à 200 au squat». Tu vois? Il faut, ça va pas bien se passer. Il faut avoir des prérequis pour, tolérer et assimiler ce volume-là, cette intensité-là. Ça, c'est la première chose et après effectivement, dans une objectif santé longévité purement, je pense que un peu de sumo, un peu de roumain, c'est quand même, suffisant, d'accord? Vous êtes pas obligé de faire du soulevé de terre lourd à proprement parler et par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable de faire un squat ou qui n'est pas capable de faire un soulevé de terre, c'est quelqu'un qui est fragile. Parce que si vous n'êtes pas Bien capable sûr. de faire ce mouvement-là et d'aller dans ces amplitudes-là et de développer de la force de ces amplitudes-là, c'est arbitraire, mais faire un squat complet à votre poids de corps, donc je sais pas moi, tu fais 90 kilos, bah faut être capable de faire un squat complet entre 90 et 100 kilos. Si vous n'êtes pas capable de faire ça avec une belle technique, une belle posture, sans doute que vous avez des fragilités et des déficits de mobilité. Et pour le soulevé de terre, si vous n'êtes pas en mesure de faire un soulevé de terre, allez à 150% de votre poids de corps, c'est probablement qu'au niveau des érecteurs, du rachis et de la souplesse, il y a des choses qui vont pas. Donc, le fait de ne pas être en mesure de faire ça, ça va entraîner des fragilités et des incapacités et donc le développer, ça va être de la longévité. Par contre, il va falloir le développer intelligemment et prendre des portes d'entrée. On en a parlé un petit peu la dernière fois, donc ça peut être le soulevé de terre roumain, ça peut être le banc à lombaire, ça peut être, le hip thrust et cetera et cetera et le travail de mobilité de la hanche, dans le cas du squat et cetera. Il va falloir développer ces prérequis, aller sur ces mouvements, développer un peu ces mouvements et quand vous avez un niveau suffisant, bah, vous pouvez vous permettre de l'entretenir. Ce sera peut-être l'objet du prochain podcast qui sera un débat. On va rester sur le soulevé de terre parce que sinon, c'était loin. On espère en tout cas vous avoir bien aidé sur, à y voir un peu plus clair sur le soulevé de terre et ses possibles avantages et inconvénients en fonction de, bah, de vous. Parce qu'à chaque fois, on essaye de faire des généralités, mais la vraie réponse, de toute façon, elle est assez individuelle. Je voulais qu'on fasse le point pour conclure sur ton Aerox de Rome, où tu as couru sous les 5 minutes au kilomètre, Clément. Bah, ouais, Putain, là, t'es athlète hybride. Là, on peut le dire.
C'est ce que j'avais, je suis content parce que j'ai fait ce que j'avais annoncé. Tu sais, j'avais dit, j'aimerais bien faire une 23, une 24 et j'ai fait une 23-30, je crois, ou une 23-31. Donc, assez content et puis, bah, assez content que, bah, ce que j'ai fait et mis en place, ça a fonctionné. Ça me conforte dans l'idée que, il y a pas besoin de faire des super séances spé Hyrox pour progresser en Hyrox et qu'il faut chercher à polariser un petit peu votre programmation, avoir, c'est ce que je prône pour mes athlètes, c'est ce que je leur fais faire et ça les fait progresser aussi. Donc, améliorer la course à pied d'un côté, améliorer la technique et la pratique des ateliers de l'autre et faire une connexion à des moments entre les 2, mais ne pas en abuser et puis, bah, bien gérer l'intensité et ça fonctionne. J'ai progressé en course à pied et du coup, bah, ça s'est un peu irradié dans toute la course, quoi. Donc, t'as eu donc, t'as fait l'Aerox Rome. Donc, Mmh. tu m'as dit que t'étais content de l'organisation, là, qui était vraiment super parce que t'avais qu'un Ouais, seul tour de run. ouais, Donc, ça c'était top. c'est plutôt bien. Et est-ce que t'as subi certaines stations ce coup-ci ou pas du tout? Heu, Bah, musculairement, toujours les fentes, vraiment dures les fentes. Après elles arrivent à un moment qui est difficile aussi, hein, tu déjà bien amoché. Elles arrivent pour moi au bout d'une bonne heure d'effort, donc forcément tu es fatigué. Mais ouais, les fentes très dures et les wall balls, bon, beh, j'ai pas eu, les mésaventures de la fois d'avant. Tu sais, là, j'avais la cible automatique, donc bon, déjà, voilà, ça s'est mieux passé. Puis j'avais quand même bien travaillé les wall balls, j'avais bien travaillé la technique que j'en avais fait 2 fois par semaine les 6 dernières semaines. Donc mine de rien, c'est bien, tu vois? Heu et je faisais une séance avec un wall ball de 6 kilos pour vraiment travailler la technique et une séance un peu spécifique avec un wall ball de 9. Et ça a bien marché parce que je me suis senti assez à l'aise. J'ai géré mon effort, mais j'aurais pu aller plus vite au wall ball, tu vois? Donc assez content de ça mais c'est dur quand même. Donc ouais, les wall balls durs et les fentes, vraiment les fentes très, très dures. Tu congestionnes, quoi, avec autant de fentes. C'est surtout ça, quoi. Ouais, ouais et tu vois, le sled push, c'est ce que je te disais, donc je l'avais pas travaillé parce que j'avais pas la possibilité de le travailler matériellement. Et beh, donc du coup, je suis allé moins fort que la fois dernière, mais j'ai quand même mis, pas mal de temps en plus. Tu vois, la fois dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait les 3 premières longueurs unbroken et j'avais juste breaké à la dernière longueur. Donc du coup, j'étais Ouais. sorti de là, j'avais les jambes complètement flinguées et là, je me suis économisé, j'ai fait tout en demi-longueur. Donc j'ai fait, 8 demi-longueurs en fait avec une Voilà, pause bah, de c'est ce 5 ah, secondes, quoi. voilà, je s'excuse Clément, c'est parce que tu n'as pas mon livre hybride qui, sortira avant Noël. Il sera en précommande, normalement, avant décembre, mais je peux pas encore m'engager sur des dates parce que ces stratégies-là sont expliquées dans ce livre hybride consacré à Ouais, l'Irox. Voilà, mais c'est pour après ça, bah, je te l'enverrai de manière dédicacée pour que je fasse moins de conneries, mais bon, a priori, là, tu as l'air, au point. Est-ce que tu vas en refaire un? pour l'instant, je me suis pas inscrit, peut-être je voulais peut-être faire Toulouse, mais j'ai raté l'inscription et du coup, bah, bon, bah, il y a plus de place. Donc je vais voir. Soit j'essaye de trouver un billet pour Toulouse, soit, je ferai pas. Ça va aussi dépendre un petit peu parce qu'ils vont changer le mode de sélection en force athlétique. Ils vont Ouais, passer à j'ai entendu ça malheureusement, pour toi. bah, c'est pas malheureusement pour moi, c'est malheureusement pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un système qui est pas bon. Enfin, j'ai fait un podcast avec Alexis là qui je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc Heu, Alexis, c'est OPT, podcast ouais. OPT. Mmh. Et je sais pas quand est-ce qu'il sortira et bah, j'explique pourquoi je trouve que c'est nul comme système. En plus, c'est un système qu'on avait déjà testé il y a 7-8 ans. On avait fait ça pendant 1 an, tout le monde avait dit: «C'est nul» et là, on refait la même chose, donc je trouve ça bon, bref. Donc je vais voir, mais il va falloir que je fasse une très, très bonne qualification vers le mois de mai. Donc je suis pas sûr de pouvoir me permettre de Bah oui, bien refaire, sûr. un hors saison orienté à Hyrox parce que, bah, les France, là, c'est en décembre, les France de force. Donc si je dois être avec ce nouveau système de qualification, très en forme sur des barres lourdes au mois de mai, ça me laisse pas forcément le temps de faire un Hyrox au mois de mars, quoi, ou au mois de février. Donc je vais voir, je vais voir. Je pense pas en refaire du coup, avec ce système-là, ça risque d'être compliqué d'en faire un l'année prochaine, en fait. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce nouveau système, on les envoie donc vers le podcast OPT, que tu as fait avec Alexis, qui est d'ailleurs Bah, il est pas un excellent sorti podcast encore. sur la for il est pas mais il va sortir. Ouais. Un excellent podcast sur la force. Vraiment Ouais. là, c'est du solide. Et bah, c'est cool.
Et bah, sur ce, on espère que vous avez passé un bon moment. Comme vous avez pu l'entendre, il y a eu quelques petits, soucis techniques. J'essaye d'améliorer la qualité du podcast, mais en fait, j'arrête pas de changer de logiciel, de faire des tests et autres. Je me demande si je vais pas revenir sur Zoom à la fin. C'est la private joke qu'on se fait avec Fabrice, où tout se passait bien, mais où, je pouvais moins faire, de montage et autres. Bref, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura permis, bah, d'y voir un peu plus clair. Je rappelle que ce podcast était sponsorisé superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances, ainsi que par l'application SP Training qui vous aide à avoir un programme personnalisé en fonction de vos disponibilités, de vos contraintes, de vos objectifs, du matériel que vous avez et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec la méthodologie des cycles de progression. On est rempli de témoignages sur les apps de sur les stores d'app, mais on est toujours, en demande. Donc, si vous êtes satisfait de l'application SP Training, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout comme sur le podcast. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans ce dernier cas directement sur YouTube. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut!